Et vous les avez sélectionnés comment, tous ces gens-là, pas forcément ce qu'on voit, mais tous ceux que vous avez rencontrés. Ça se faisait comment quand vous arriviez dans un pays, dans un endroit, dans une ville ? Alors, en fait, ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Quand on part à New York ou dans les grandes villes comme ça, c'est assez préparé. On a essayé de choisir les gens à l'avance, de prendre contact, de prendre rendez-vous, parce que les gens sont souvent très occupés. À New York, ils nous disent on a un quart d'heure uniquement pour l'interview. Voilà. Et puis 2 heures après, ils sont toujours là. Parce que... Et après, quand on va, je sais pas, dans la campagne en général, soit en Argentine, au Mali, en Inde, là, on a l'interprète, on se balade et au gré des rencontres, en s'arrêtant sur la route pour manger un truc, on discute avec le voisin et on fait une interview comme ça, ou on s'arrête dans un village. Enfin, ça se fait comme beaucoup plus. Ils ont eu la belle vie pendant 3 ans. C'est ce que j'allais te dire. Ah oui, ils ont une vie d'enfer. C'est génial d'aller à la rencontre des gens comme ça. Ben oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens... Moi, j'en ai fait très peu. J'en ai fait que dans des endroits un peu compliqués. J'en ai fait surtout en Antarctique. Ouais. Parce que j'étais tout seul sur une base américaine et j'en ai fait une 30aine. Mais moi, j'avais donné le questionnaire aux gens avant. Et c'était une base, il y avait 2000 personnes, donc j'avais pu pas en faire beaucoup. Mais ce qui m'avait étonné, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens. C'est-à-dire que les gens vous disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne, parce que vous êtes un étranger, et c'est des questions un peu intimes, c'est un peu comme chez le psy, quoi. Donc on se laisse aller et on dit des choses. Et c'est assez étonnant, les réponses qu'on a eues. Je pense qu'ils vont en parler mieux que moi, mais c'est vrai qu'on rentre dans l'intimité des gens, quoi. Oui, les gens vous disent tout. Ils vous disent qu'ils regrettent dans leur vie une action qu'ils n'ont pas aimée, qu'ils ont faite, pourquoi ils n'arrivent pas à pardonner, problème avec leurs enfants, leurs parents, pendant 1 heure. Donc vous sortez de là un peu... C'est lourd à porter finalement. C'est passionnant, moi je trouve ça passionnant. Moi, lourd à porter, non, je dirais pas ça. Moi, je n'ai pas fait comme eux des milliers, mais je trouve ça passionnant. D'abord, moi, je suis étonné, comme dans l'exposition. D'abord, je suis ébloui par leurs réponses. Je trouve que les gens sont tellement intelligents et tellement de bon sens. C'est pas les gens qui ont vu l'expo vont peut-être pouvoir en parler. Puis, je trouve que tous les gens sont beaux, surtout. C'est fou comme tous ces gens sont beaux. Hein, c'est une vision de l'humanité qui est très optimiste. Alors que même les gens vous disent des choses difficiles, on sort de là quand même ému. Les gens, ils pensent tous comme moi, quoi. Ils souffrent comme moi. Et c'est ça qui est magnifique dans l'exposition. Oui, puis ce qu'ils disent est unique et en même temps est universel, souvent. Oui, parce qu'on est tous uniques. Il y a personne qui nous ressemble exactement. Oui. Et par contre, on est tous les mêmes. Ça qui est génial. Ouais. Finalement, la parole finale, elle vous surprend ou vous savez, pas, Yann Arthus-Bertrand ils en ont fait énormément et on n'en a pris que 20 heures sur des 4500 heures. Donc, comprenez que ça a été... Bien sûr, les gens vous répondent que le plus beau moment de votre vie, c'est la naissance de mon fils. Quand vous l'avez entendu 200 fois, on cherche un peu autre chose. Ce que je veux dire, ce que je trouve, d'abord, ça a été excellemment... Vraiment, c'est eux qui l'ont monté, tous les deux, là, avec des monteurs. Je trouve ça très, très bien monté. C'est-à-dire que l'autre jour, je le regardais à la télévision. Moi, je connais... Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé. Vous avez vu sur la 5 toute la soirée de la 5. Ils ont fait 5 heures de suite. Et moi, je l'ai regardé comme ça. Je connais tous ces reportages. J'étais fasciné. On est scotché. Il y a un côté hypnotique. On regarde, on ne s'arrête plus. C'est assez extraordinaire. Mais c'est pareil, le livre. Je vais les laisser parler, parce que ceux qui ont fait tout faire. Moi, je trouve que le livre est hypnotique aussi, parce qu'on rentre dans un truc, on continue, et puis on tourne la page, on continue, et puis on rencontre une autre personne. Ça fonctionne bien aussi. Et ce que je trouve bien, alors, et je vais revenir aux images, mais sur le livre, c'est que vous avez gardé la parole, c'est-à-dire telle qu'elle a été traduite, mais sans réécrire. C'est ce sentiment que j'ai eu, peut-être que je me trompe. Oui, c'est vraiment l'idée d'avoir la façon dont la personne s'est exprimée, qui a un langage un peu parlé. Et c'est aussi, les photos, la plupart sont des extraits vidéo. Ça montre que c'était un entretien qui était vivant. C'est sûr que c'était pas quelque chose qui est écrit, réécrit, pensé. Il y a une vraie spontanéité de la parole qu'on a eue au moment où on a rencontré ces gens. Donc on souhaitait que dans le livre, ça retransparaisse aussi de cette façon-là. Lorsque Yann nous dit qu'ils disent des choses qu'ils n'ont peut-être jamais dites, ou en tout cas ils se livrent, vous avez ce sentiment peut-être vous aussi, et est-ce que, alors ça vous vous y attendiez, parce que c'est un vieux routard. Yann Arthus-Bertrand, et vous en avez rencontré du monde sur vos différents projets. Rencontrer les gens,
c'est une chose. Passer 1 heure avec quelqu'un, tous les deux, à parler de choses intimes, c'est pas la même chose. Les gens nous ont donné énormément, là. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a de la générosité dans ce que les gens disent. C'est ça que les gens ressentent dans l'exposition. Oui, puis quand Yann parlait du fait d'avoir rencontré des gens pendant 48 heures, on se sent amis, on se sent proche. Il y a des gens dont parfois on se sent proche très vite. Très vite. Et puis aussi, grâce aux questions qu'on posait, grâce à la disponibilité qu'on leur demandait et puis qu'on leur donnait aussi, je pense. Et il y a plein de gens en face de qui on s'est retrouvés, à qui personne n'avait jamais posé de questions dans leur vie. On me l'a jamais posée, je me la suis jamais posée parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps dans ma vie de tous les jours. Et puis je suis pas quelqu'un d'intéressant. Je suis pas. Non, j'ai vraiment. Il y avait souvent cette réaction-là. Non, mais moi, tu sais, je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai rien à te dire. Mais si, on va passer 1 heure ensemble et c'est toi qui es derrière la caméra et c'est toi à qui je pose des questions. Et là, les gens s'entendent peut-être dire des choses qu'ils n'ont jamais exprimées verbalement, qui n'ont jamais sorti de leur bouche, même si c'est dans la tête. C'est très différent de verbaliser quelque chose plutôt que d'avoir l'impression d'y avoir pensé, etc. Là, de le dire à quelqu'un en face, ça change tout. Ça donne des paroles, justement, qui sont généralement très vraies, très sincères. Et cette spontanéité, elle fait la force, je pense, de beaucoup de ces propos. Ouais, Baptiste ? Ouais, c'est vrai que moi, je me souviens d'une question qu'on a rajoutée au questionnaire assez tardivement, qui est quelle est l'épreuve la plus difficile dans votre vie et qu'est-ce que vous en avez appris, qui est une question terrible. Et moi, je me souviens, j'avais énormément de mal à me poser la question au début en disant mais je peux pas poser cette question aux gens. Ça va être, ils vont pleurer, ça, je les envoie les trucs, vraiment les douleurs les pires de leur vie, etc. Et c'est vraiment, j'ai eu c'était vraiment difficile pour moi de poser cette question. Et en fait, je me souviens, à un moment, on était au Darfour, on était au Tchad, dans des camps de réfugiés du Darfour. Et il y avait un jeune homme comme ça qui tournait autour de la tente où on faisait les interviews et qui est venu qu'au dernier moment se faire interviewer. Et puis je le sentais vraiment à vif et très très fragile, quoi. Et donc je sais pas, je lui posais toutes les questions, mais je ne posais pas directement des questions sur ce qu'il avait vécu. Comment son village avait été attaqué, comment il avait fui le Darfour, comment il s'était retrouvé ici, qu'est-ce qui était arrivé à sa famille, etc. Et en fait, on finit l'interview j'étais qu'un interprète et je sentais qu'il était frustré, qu'il était énervé. Et donc je demande à l'interprète de lui demander pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui se passe. Et il dit à l'interprète, oui, vous n'avez pas posé la question que je voulais. Il ne m'a pas posé la question que je voulais. Alors je dis, mais c'est quelle question ? Et en fait, évidemment, comme c'est un camp, les gens avaient parlé entre eux, ils s'étaient raconté des questions que nous on posait aux autres. Et il voulait en fait que je lui demande la dernière fois qu'il avait pleuré. Et c'est évidemment la dernière fois qu'il avait pleuré, c'était le moment où son village avait été attaqué, où il avait vécu des trucs épouvantables. Et tout ça pour dire que je pense qu'il y avait quand même, par moment, en tout cas pour certaines personnes, vraiment cette idée que un besoin, une envie de témoigner, de raconter ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils ont traversées, et le fait qu'un étranger arrive, s'intéresse à eux, c'était quelque chose de très fort. Quand vous dites que vous aviez du mal à poser certaines questions, c'est parce que vous aviez peur, c'est ça, des réactions, vous aviez peur du... Parce que c'est difficile de demander aux gens de raconter les moments les plus douloureux de leur vie, parce que forcément, tu as de l'empathie, tu n'as pas envie de les faire souffrir. Donc après, quand tu rentres dans une interview, etc., ça rentre dans un processus et en fait, finalement, ça trouve sa place et c'est bien accepté par les gens qu'on interviewe. Mais au début, quand tu t'écris ça sur du papier en disant voilà, je vais demander ça aux gens, tu te dis, c'est quand même pas évident, quoi. Et les questions, on les a. Moi, je les ai là, 40 questions, c'est ça, que j'ai sous les yeux. Comment est-ce que vous êtes arrivé à définir, puisque certaines sont arrivées en cours de route, questions, comment est-ce que vous avez réussi à définir ces 40 questions ? C'était vraiment un travail d'équipe. On a fait notre question au départ. Et puis, moi, il y a une question que j'ai fait rajouter, par exemple, c'est pourquoi on fait ce projet ? Est-ce que vous comprenez pourquoi on le fait ? Est-ce que vous avez un message à dire à l'humanité ? Ça, on l'a fait à la fin. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? C'était quelque chose qu'on n'a pas posé. En fin de compte, ça s'est affiné selon le travail. Alors, les questions basiques, la famille, l'argent, les rêves. Il y a ça, les rêves d'enfance. Ça, Sybille aimait bien ça. Chantez-moi une chanson. Moi, par exemple, je voulais faire un truc. Quel est votre plat préféré ? Comment vous le faites ? Bon, en fin de compte, c'était pas très intéressant. Ça n'a pas tout marché. Tout le monde voulait le dire. Faisait la même chose. C'était plus une... en fin de compte, c'est des questions peut-être les plus importantes de la vie. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie ? Bon, puis avec le bonheur, toutes ces choses-là. Mais c'était... C'est des questions qui permettent de voyager dans la vie de quelqu'un parce qu'elles font aussi bien référence à un passé qu'à des valeurs
qui ont été transmises, qui ont été intégrées aussi en quelqu'un à travers ses expériences de vie. Donc on partait vraiment en voyage dans la vie de quelqu'un. On commence en lui demandant ses rêves d'enfant ou son premier souvenir. Si vous fermez les yeux, quel est le premier souvenir de votre vie ? Donc tout de suite, il y a un environnement qui se crée autour de ça parce que on se souvient chez sa grand-mère quand on était en train de courir dans les champs. Ça pose tout de suite un univers d'une personne. Et puis en plus, elle, lors de cette question-là, commence déjà à partir dans ses souvenirs. On voit les yeux qui commencent un peu à se perdre dans le vague. Et là on part, nous, complètement en voyage. Pareil, on imagine... moi, je me souviens que je voyais tout autour, tout ce que les gens me racontaient. On part complètement dans un univers très, très imagé tout de suite. Et alors, les questions, vous aviez un ordre pour les poser, justement pour arriver peut-être à avoir... sur certaines questions qui sont difficiles, certaines questions sont pas évidentes, pour être déjà rentré dans une complicité. Je crois que là, chacun avait sa technique. Et oui, ça aussi, chacun a sa technique. Chacun avait son propre. Non, c'était pas quelque chose de rigide. En fait, on se laissait beaucoup plus porter par l'entretien, la façon dont la personne répondait, la question d'après venait toute seule en fonction des réponses. Nous, on essayait vraiment de faire en sorte que ça soit le plus possible une conversation et pas du tout un interrogatoire ou un questionnaire type Proust. Puis après il y a aussi tout un rituel quand on passe avec un interprète, c'est-à-dire que on traduit la question, on pose la question à l'interprète la traduit, la personne répond, c'est toute ça prend du temps, c'est vraiment un vrai échange qui vous avez essayé vous d'y répondre à toutes ces questions, surtout Yann. Moi j'aimerais bien répondre mais avec un étranger. Si quelqu'un veut faire mon interview, je veux bien vous répondre, mais là avec eux, non. Ouais. Non, mais c'est difficile. Baptiste, c'est mon fils, mon beau-fils. Je vis avec lui il y a très longtemps. Sibylle, elle me connaît trop. Voilà, donc... non, mais on pourrait le faire, mais ça sera un peu, je crois, de tricher. C'est-à-dire on n'aura pas la même spontanéité que si on était avec un étranger. Mais forcément, à force de le répéter, ces questions, on finit par au moins se les poser à soi. On se les pose, mais on sait de moins en moins ce qu'on y répondrait.